Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux choses qui me paraissent essentielles. Tout d'abord je vais revenir sur Beyrouth. La dernière vidéo, j'avais parlé de cet incident, mais je n'avais pas encore suffisamment d'informations, puisqu'au même moment où j'ai chargé la vidéo sur YouTube, c'est à ce moment-là qu'on a appris que le dépôt concerné stockait à peu près 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Sauf que depuis, évidemment, cet événement a une ampleur assez importante. Il faut voir les dévastations, puisque l'explosion a été entendue jusqu'à Chypre, qui se trouve quand même à 200 km au large des côtes libanaises, qu'il y a eu quand même un certain nombre de destructions proportionnelles par rapport à l'onde de choc qu'a reçue la région jusqu'à à peu près, on estime à peu près 80 km, ce qui est quand même énorme. Il faut dire que, à outil de comparaison, je vais revenir sur le matériel, les matériaux qui ont peut-être été responsables de cette explosion. Le fait est, c'est que ça arrive évidemment à un moment très compliqué pour ce pays. Je rappelle, le Liban c'est quand même un pays qui n'est pas n'importe quel pays, c'est le pays qui est à la croisée entre Occident et Moyen-Orient et Proche-Orient. On doit ce pays historiquement à la France, puisque c'est la France qui a été la dernière nation à gérer avec un ensemble de partenaires occidentaux, un ensemble de territoires dans cette région que celle du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Le statut du Liban, ou tout du moins le territoire, les frontières du Liban, on les doit donc à la France, qui les a créées en 1926. Et finalement, le Liban est devenu très rapidement, par son histoire, car je rappelle que le Liban a été à l'origine un territoire, le territoire des Phéniciens, mais qui fut occupé, envahi à la fois par les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Égyptiens, etc. Donc c'est vraiment une terre qui a eu beaucoup de mal à trouver une certaine souveraineté territoriale et voire ethnique. Ce sont finalement les croisés qui, au XIIe siècle, ont réussi à plus ou moins instaurer une sorte de stabilité en y créant une sorte d'église en lien direct avec le Vatican, ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens maronites. Ces fameux chrétiens maronites qui aujourd'hui sont toujours présents et d'ailleurs font partie intégrante aujourd'hui de la société libanaise. Ce Liban qui finalement a fini par s'extraire du joug occidental en ayant son indépendance en 1948, si ma mémoire est bonne. Ce qui arrangeait plus ou moins pas mal de gens, puisque le Liban, de par sa constitution, plus particulièrement de par sa population, donc chrétiens maronites, possédait également à la fois des Grecs orthodoxes, mais évidemment et surtout des Arabes musulmans, des musulmans à la fois chiites et des musulmans à la fois sunnites. Mais néanmoins, c'est un pays qui avait réussi à se constituer dans une sorte de structure, avec un système politique démocratique, qui lui conférait, avec Israël, et oui, chose quand même assez étrange, un pays totalement indépendant, un pays libre, on va dire, même si, en effet, l'arrivée d'Israël en 1946 va aussi changer pas mal les cartes dans cette région. Néanmoins, le Liban restera un pays non moins négligeable pour les Occidentaux, puisque ça sera la place financière du Proche-Orient, sur lequel on a évidemment compté pour pouvoir effectuer à la fois des liens commerciaux non négligeables et très importants, voire même une place financière qui équivaut aujourd'hui à ce que pourrait pu être le Liban en matière de place financière importante, au même titre que Londres avec la City, au même titre que Hong Kong, au même titre que même New York avec Wall Street. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et ne se sont pas passées de façon, je dirais, souple. En effet, malheureusement, avec Israël, le conflit palestinien a évidemment fait des déplacements de population non négligeables vers le Liban. Le Liban s'est retrouvé donc avec une
capacité limitée finalement de recevoir des réfugiés palestiniens. Le seul problème, c'est qu'évidemment, ces réfugiés ont commencé à déséquilibrer un petit peu la balance en ce qui concerne les représentations communautaires du Liban. Et malheureusement, il est arrivé un instant où la rupture était inévitable. Il y a eu un certain nombre d'accords qui avaient été trouvés pour essayer de temporiser les choses. Le seul problème, c'est que le Liban, au bout d'un moment, est devenu une sorte de bombe à retardement. Pourquoi ? Parce que vous aviez donc l'autorité, on va dire, la présidence qui était réservée évidemment chrétiens maronites. Un ensemble de sièges de l'administration et plus particulièrement du gouvernement étaient réservés aux personnes issues de l'orthodoxie. Et puis les autres, les parlements, eux, étaient répartis entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Le seul problème, c'est que, évidemment, au bout d'un moment, c'est un conflit de pouvoir, un conflit d'ascendance les uns sur les autres. La guerre était donc inévitable. Pour d'autres raisons également, il y avait des intérêts, surtout par rapport à l'Iran, avec les liens qu'il y avait sur les musulmans chiites, ce qui a par la suite créé ce qu'on appelle le Hezbollah. Le Hezbollah est donc le mouvement musulman chiite influencé et soutenu plus ou moins par l'Iran. Le fait est, c'est que cette guerre, elle a commencé en 1975 et s'est terminée en 1990, plus précisément en 89, puisque c'est à cette époque que fut signé le cessez-le-feu pour la pacification, on va dire, du Liban. Je crois que c'est l'accord de Thief qui a été signé, je crois, en octobre 89. Mais à partir de là, le problème, c'est que le Liban, si la guerre du Liban était terminée, malheureusement, le Liban ne retrouvera jamais son autonomie, ne retrouvera jamais sa liberté. Il sera toujours sujet à des influences à la fois occidentales, à la fois pas dire russe, mais plus ou moins, et surtout évidemment des influences qui jouent énormément dans la région maintenant entre ce combat sempiternel entre les chiites et les sunnites. Et fatalement le Liban qui était, je rappelle, la place financière du Proche-Orient, eh bien n'a jamais retrouvé véritablement son statut. Alors depuis le début des années 90, le Liban essaie de se reconstruire, mais il y a eu beaucoup de problèmes, et jusqu'à même encore aujourd'hui, où le gouvernement, où l'autorité, où le système politique, le système administratif avait une certaine réputation d'être plus ou moins corrompu. Et puis évidemment la guerre toujours présente avec son voisin israélien, puisque les Israéliens ne supportent pas d'avoir en leur frontière du nord un pays qui héberge le Hezbollah chiite, qui, je rappelle, lié à l'Iran. L'Iran étant évidemment la bête noire d'Israël, donc c'est un petit peu qu'aujourd'hui comme la Russie, qui verrait arriver des forces américaines à ses frontières, ce parce qu'elle a des partenariats avec certains pays. Je vais y revenir d'ailleurs un petit peu plus loin avec la Biélorussie. Donc du coup, on a un pays qui a toujours été un petit peu instable, qu'on a essayé d'aider, puisque l'Union européenne, le FMI ont proposé des plans et présenté des plans et ont signé des accords de plans d'aide, c'est-à-dire quasiment des chèques en blanc qui ont été faits au gouvernement libanais. Le seul problème, c'est qu'évidemment, avec le système financier actuel et les oligarques libanais, eh bien finalement, ces plans n'ont jamais fait de retombées dans l'économie réelle du pays. Si bien qu'à un bout d'un moment, eh bien l'Union européenne et le FMI a dit stop, nous on arrête, on ne vous fait plus de chèques en blanc, nous ce qu'on veut maintenant, c'est des garanties sur un certain nombre de réformes. Or le problème, c'est que ces réformes, évidemment, les empires financiers et les oligarques libanais ne veulent pas de ces réformes, parce que ça voudrait dire qu'on leur retirait des leviers, on leur retire des contrôles sur l'économie libanaise et les empêchera évidemment de faire leur petite magouille. Et de ce fait, on en vient à cette situation économique désastreuse qui perdure depuis maintenant quelques mois, où à cause justement de la rupture des aides et des plans d'aide financiers de l'Union européenne et du FMI, eh bien tout d'un coup la monnaie libanaise s'est complètement effondrée, c'est la livre libanaise, et évidemment avec toute la
conjoncture et toutes les conséquences économiques que ça a incrémenté sur le plan de l'économie réelle. Et puis, ben voilà, arrive cette explosion dans le port de Beyrouth, une explosion désastreuse, catastrophique. Je rappelle, donc en outil de comparaison, donc officiellement c'est une explosion qui est due à un stockage de nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium, je rappelle, est un composant relativement instable s'il est mis en contact avec de l'eau ou à côté d'une source de chaleur très intense. C'est un produit qui est utilisé dans une multitude de processus de transformation, comme de l'engrais par exemple, mais également est utilisé pour fabrication d'armes. Par exemple, le TNT est fabriqué avec du nitrate d'ammonium. Donc vous comprenez bien que c'est un produit qu'on ne peut pas laisser traîner n'importe où, n'importe comment. Pourtant, il s'est trouvé dans ce stock à beaucoup de 2750 tonnes. Donc forcément, si vous allumez la mèche, bah, le désastre, on a vu ce que ça donnait. Évidemment, moi dans ma précédente vidéo, j'avais justement parlé qu'on disait que c'était des feux d'artifice. Moi j'étais plutôt sur éventuellement peut-être un stock d'armes, un stock de munitions, puisqu'on a quelques vidéos où on voit des crépitements qui sont tout à fait significatifs de ce genre d'incendie dans des dépôts de munitions, ou même de feux d'artifice, comme on a pu en voir. Donc le problème qui se pose, et j'avais déjà présenté ça sur la précédente vidéo, c'est quand même qu'est-ce que ce stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, comme si ça avait été aussi de l'armement, des munitions, etc. Qu'est-ce que ce stock faisait dans un port qui très clairement n'avait pas les infrastructures industrielles pour pouvoir garantir les normes de sécurité qui s'imposent pour ce genre de matériaux, et en plus de ça, à 500 mètres des habitations, c'est-à-dire à 500 mètres d'une zone urbaine dense. Là, évidemment, la question reste posée. Donc aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que vous avez, alors je crois qu'il y a eu à peu près 160 morts et plus de 3000 blessés, vous avez une partie de la zone d'impact de l'onde de choc où vous avez des destructions qui vont coûter des milliards et des milliards de dollars pour la restauration, la réfection des immeubles et surtout le port. Alors là, le port, ça pose un problème parce qu'il faut savoir que le Liban possède deux ports importants. Le port donc de Beyrouth et le port de Tripoli. Attention, c'est bien Tripoli, le Tripoli du Liban et pas le Tripoli de Libye. Et donc, du coup, ça pose un problème stratégique, parce que le port, là, est inutilisable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai appris par le New York Times que le bateau sur lequel ce stock de nitrate d'ammonium avait été saisi, parce que le bateau ne correspondait plus à un certain nombre de sécurités. C'était un bateau, je crois, qui appartenait à un armateur ukrainien ou biélorusse, je crois, comme par hasard, et du coup la saisie de la marchandise a été la marchandise a été dessaisie du bateau pour être stockée dans cet entrepôt. Et l'anecdote fait que le bateau a été déplacé et a été placé dans un quai juste en face où se trouvait cet entrepôt. Et ce bateau a été finalement abandonné par l'équipage, et le bateau qui prenait l'eau, et bien finalement a fini par couler. Sauf que personne ne l'a nettoyé, le bateau. C'est-à-dire que le bateau, il est toujours là. Il est toujours au fond, là, près du quai, juste en face de l'endroit où ça a explosé. Enfin, c'est pour la petite anecdote quand même. Donc là, c'est quand même important parce que c'est un signe qu'il y a quand même une certaine forme de laxisme, quelque part, des autorités portuaires, de laisser un bateau couler enfin, voilà, c'est en général, aucun port important dans les pays d'Occident ne laisserait un bateau couler à cet endroit-là. Donc déjà, on peut se poser la question si finalement les autorités de ce port étaient véritablement sérieuses ou non. En dehors des clichés, des réputations qu'ont fait un certain nombre de pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient comme étant parfois n'étant pas très sérieux, pas très à cheval sur les règles, etc. Le fait est, c'est que, voilà, nous on constate que sur des faits. Les faits étant que cette explosion est donc due à ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui sont là depuis 6 ans. Depuis 6 ans, personne ne s'est occupé de résoudre ce problème. Si tant est le problème qu'il y a pour les autorités.
On a appris que suite à cet accident, il y a à peu près, je crois, une vingtaine de responsables du port qui ont été mis aux arrêts pour l'enquête. Mais alors évidemment sur Internet, sur les réseaux sociaux, on commence à lire un peu tout et n'importe quoi. Alors je vais essayer de voir avec vous ce qu'il y a de raison, ce qu'il y a du bon sens et ce qui est complètement idiot. La première chose évidemment qui aujourd'hui préoccupe et fait beaucoup parler, c'est le missile ou l'attentat. Déjà première chose, vu le nombre de vidéos qui ont été tournées de l'explosion, aucune d'entre elles ne donne un signe, un pixel même, de ce qui pourrait être éventuellement un missile. Première chose. Deuxième chose, pour ceux qui sont dans la théorie du missile, j'ai envie de leur dire, si vous avez des forces ennemies qui voudraient détruire le port, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi s'emmerder à envoyer un missile qui coûte des milliers de dollars, alors qu'il suffisait tout simplement d'allumer la mèche du stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium? Justement, c'est un incendie qui s'est déclaré, alors on ne sait pas trop si c'est à côté ou dans l'entrepôt, on ne sait pas qu'est-ce qui a déclaré l'incendie, parce qu'évidemment tous les témoins qui étaient présents sur les lieux, c'est-à-dire à la fois les gens qui ont déclaré l'incendie, les pompiers qui étaient présents pour essayer d'éteindre l'incendie, ont quasiment tous disparu, c'est-à-dire que soit sont morts ou portés disparus. Donc on n'a pas véritablement de témoignage pour l'instant, ou tout du moins pas officiellement au niveau médiatique et sur les réseaux sociaux, de témoignages qui stipulent qu'est-ce qui a pris feu, où le feu a commencé, dans quel endroit, est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, est-ce qu'à l'intérieur du bâtiment, en plus des 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, est-ce qu'il y avait d'autres produits qui avaient été stockés là? Pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette question. Donc, c'est pour ça que je vous dis la théorie du missile, soyons clairs, pourquoi s'emmerder à lancer un missile dans un endroit où il suffisait simplement d'allumer une allumette, de foutre le feu et d'attendre que la réaction en chaîne se fasse jusqu'à l'explosion. Voilà, moi c'est mon opinion. Sauf que cette théorie du missile, elle est soutenue aujourd'hui par le président lui-même, le président Ayoun, Michel Ayoun, qui je le rappelle était ce fameux général de la guerre du Liban, qui est un chrétien maronite, pas macronite, maronite. Lui commence à suggérer l'idée, peut-être en effet, d'une bombe ou d'un missile. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui, sur les réseaux sociaux, me disent, voilà, regardez, voilà, le président lui-même, qui est quand même l'officiel du pays, parle d'un missile. Le seul problème, c'est que Michel Ayoun, il fait partie d'une sphère, il fait partie d'un système qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème du Liban, c'est un problème qui est récurrent dans un certain nombre de pays pseudo-démocratiques dans le Moyen-Orient et le Proche-Orient, c'est que c'est des pays malheureusement où la corruption et les manipulations, les influences sont énormes. Et le président Ayoun sait que si enquête il y a, il va forcément y avoir à un moment donné des responsabilités. Or il se trouve que les responsabilités, elles peuvent tomber sur des gens qui ont une certaine importance, qui peuvent éventuellement savoir des choses, je vais vous expliquer pourquoi, et que ces gens-là, forcément, eh bien, il faut tout faire pour les protéger. Et comment protéger les responsables? Alors, c'est des responsables dans tout le niveau hiérarchique, aussi bien les responsables des ministères, des transports, etc., tout ce qui a un lien avec, évidemment, tout ce qui est portuaire, c'est-à-dire qui savait, qui connaissait l'existence de cet entrepôt. Il semblerait que l'entrepôt était bien connu des services, puisqu'il y avait eu certaines associations d'ailleurs qui s'inquiétaient de la présence d'une telle quantité de nitrate d'ammonium sur le port, qui avaient signalé aux autorités que ce stock devait impérativement soit être déplacé, etc. Donc les autorités étaient parfaitement courantes de l'existence de ce stock. Donc Michel Ayoun, il a tout intérêt à protéger certaines personnes. Pourquoi il aurait tout intérêt à protéger certaines personnes, et donc de ce fait de plutôt orienter la thèse du missile? Tout simplement parce que il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein du Liban, vous avez différentes communautés. Alors on estime qu'il y a une dizaine de communautés différentes, religieuses, ethnico-religieuses, etc. Les plus principales étant les communautés musulmanes, chiites et sunnites. Le problème chez les chiites, c'est que vous avez évidemment le Hezbollah. Le Hezbollah qui se bat aussi bien contre les musulmans sunnites,
mais qui se bat aussi contre ses propres musulmans chiites, mais ce qu'on appelle les chiites alaouites, c'est-à-dire qu'en fait ce sont tous les réfugiés qui sont arrivés depuis quelques années depuis la Syrie. Et oui, les musulmans syriens chiites sont des alaouites. Les alaouites, on va dire, c'est une sorte de branche dissidente du chiisme musulman, et avec lequel, évidemment, les chiites conservateurs, c'est pas le grand amour. Mais aujourd'hui, le Hezbollah maintient son autorité, maintient pas sa suprématie, mais son influence sur le Liban, et pour preuve, Michel Aoun, pour pouvoir être élu président, a reçu le soutien du Hezbollah. Et de ce fait, s'il a le soutien du Hezbollah, peut-il s'autoriser à un moment donné d'aller à l'encontre des intérêts du Hezbollah? Et les intérêts du Hezbollah, eh bien, les intérêts du Hezbollah, c'est ce que les services secrets israéliens nous ont révélé, c'est-à-dire l'existence de 3 entrepôts dans lesquels le Hezbollah conserverait, travaillerait, transformerait sur des matériaux explosifs, sur des matériaux de type armement, sur des matériaux de type missile. Alors, il n'est pas précisé dans les révélations qui ont été faites par les services secrets israéliens que le bâtiment qui possédait ce nitrate d'ammonium était le bâtiment concerné. Au contraire, un des bâtiments concernés se trouvait beaucoup plus au sud du port. Mais néanmoins, y a-t-il un lien de cause à effet? Est-ce que finalement, il n'y a-t-il pas une volonté à un moment donné de faire en sorte de faire une provocation, de faire une sorte de provocation je dirais, de cette fameuse théorie des dominos, et on revient à cette question que je pose toujours, hein, à qui profite le crime? Qui aujourd'hui a intérêt à démolir le Liban? Qui a intérêt à détruire un port? Eh bien, il y a peut-être quelques réponses à cette question. D'abord, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Liban possède 2 ports importants, le port de Beyrouth et le port de Tripoli. Sauf que le problème, c'est que le port de Tripoli n'est pas aussi bien équipé que le port de Beyrouth. Aujourd'hui, le port de Beyrouth, on estime à peu près à 15 milliards de dollars sa réparation, ou tout du moins sa restructuration, pour le rendre de nouveau opérationnel. Mais le problème de ce port, c'est qu'il alimente pas seulement le Liban en matière d'exportation et d'importation, car le Liban ne produit quasiment rien en matière de matériaux, en matière de produits de subsistance, que ce soit produits alimentaires, produits de matériaux de construction, etc., de matériaux chimiques, enfin de tout ce qui permet justement des activités économiques. Mais c'est surtout aussi le port par lequel transite un grand nombre de marchandises à destination de la Syrie. Eh oui, la Syrie, quand même, on y revient en fait à ce fameux conflit syrien. Et finalement, cette explosion, eh bien, elle servirait l'intérêt de qui? Eh bien, elle servirait tout simplement l'intérêt d'un côté des uns de déstabiliser complètement le pays et peut-être de le faire complètement tomber, de le mettre complètement à genoux dans ses institutions et permettre ainsi peut-être à l'Iran de pouvoir réasseoir une suprématie, une hégémonie et peut-être prendre le contrôle finalement du Liban, puisque je le rappelle, comme je vous l'ai dit, hein, le général Aoun est un chrétien maronite, mais les maronites aujourd'hui sont extrêmement minoritaires dans le pays, c'est un peu exactement comme la Syrie. La Syrie est maintenue au pouvoir, Bachar al-Assad qui fait partie des musulmans alaouites, mais cette section, cette communauté musulmane modérée, on va dire entre guillemets, est extrêmement minoritaire comparée à la population qui est majoritairement plutôt sunnite. Et de ce fait, enfin rectifiez-moi si je me trompe, j'ai de mémoire, hein, je dis ça. Et donc de ce fait, autre centre d'intérêt évidemment pour Israël. Israël avec lequel le Liban est en guerre officiellement. Même si Israël a quand même fait le geste humain, très humanitaire et très solidaire, de dire si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, nous sommes là, nous sommes prêts à vous aider dans ce drame. Et Israël, évidemment, lui aurait tout intérêt à voir le gouvernement, ou tout du moins la structure même du pays, c'est-à-dire le système du pays, plutôt être prise, je dirais, soit prise par les musulmans sunnites en accord avec leurs alliances avec l'Arabie saoudite, ou éventuellement voir une remise, tout simplement, une sorte
pas de tutelle, mais une forme d'administration occidentale. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que Macron s'est déplacé à Beyrouth? Pourquoi est-ce qu'on a entendu, je ne sais plus quelle ambassade, commencer à faire une proposition de peut-être permettre à la France de se voir donner un statut par l'ONU pour régir le pays qui est en proie à une crise globale, tant à la fois sociale, économique que politique? Allez savoir. Bon, le problème, c'est que ça pose évidemment un problème de souveraineté. Mais vous savez, la souveraineté, quand on veut, on peut, on se torche le cul avec. Je rappelle que la Syrie, comme l'Irak, leur souveraineté territoriale aérienne ne leur a toujours pas été rendue par l'ONU. Il faut savoir que c'est toujours la coalition de l'ONU qui a autorité pour, à un moment donné, redonner sa souveraineté aérienne à la Syrie et à l'Irak. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vérifier, vous avez, je crois que c'était, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était 2014 ou 2015, où l'ONU a pas soulevé, mais suspendu la souveraineté aérienne de la Syrie et de l'Irak pour permettre à la coalition de lutter contre l'État islamique. Donc c'est pas contre la Syrie ou contre l'Irak, c'est contre l'État islamique. Après, en pratique, on a vu ce que ça donnait, je ne vais pas revenir dessus. Donc vous voyez, les intérêts à faire disparaître, parce que là, on est bien dans un processus de faire disparaître le système, la démocratie libanaise au profit d'autre chose, au profit d'un gouvernement fantoche, par exemple, qui serait manipulé soit par Washington, soit par Bruxelles, soit par Israël. Et à l'inverse, les Iraniens, évidemment, eux aussi ont tout intérêt à préserver le Liban sous une certaine influence chiite, tout simplement parce que le Liban fait partie de ce fameux croissant chiite. Souvenez-vous de ce croissant chiite. Donc à partir de là, le Liban, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais déjà, faire une enquête officielle, qu'est-ce que ça veut dire une enquête officielle? Pas grand-chose, parce que quand vous voyez l'état du lieu de l'explosion, etc., je ne vois pas véritablement ce qu'ils vont pouvoir trouver ou essayer de nous... Ils ne vont quand même pas nous sortir le coup du 11 septembre avec le passeport, etc. Non, je veux dire, là, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc à partir de là, après, c'est une enquête de fond sur les existants, qui étaient au courant, pourquoi, comment, et surtout l'incendie. Parce que c'est surtout cet incendie qui va donner véritablement une piste très sérieuse pour savoir ce qui s'est passé, s'il s'agit bien soit d'un incident, d'un accident ou d'un feu criminel volontaire. Je rappelle pour mémoire que pour ce qui s'est passé à Toulouse, on nous a donné une conclusion que le stockage des 400 tonnes de nitrate d'ammonium n'avait pas été respecté, qu'il y avait eu apparemment du non-respect de certaines règles de sécurité concernant le stockage de ce nitrate d'ammonium, et que peut-être il y a eu une fuite, qu'il y a eu de l'eau, etc. Il y a eu une réaction chaînée. Mais au final, l'enquête n'établit pas véritablement de façon avec des preuves flagrantes. Ce ne sont que des témoignages d'experts, des experts qui, en leur honnêteté de professionnels, nous expliquent ce qui a pu se passer, mais on n'a pas de preuves sur ce qui s'est réellement passé. Et je pense très sincèrement que ce qui s'est passé à Beyrouth, on ne saura pas vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est pour cette raison que je vous dis sur les réseaux sociaux, faites très attention à tous ces gens qui sont très catégoriques. Et qui, en plus de ça, il y en a certains qui nous balancent aussi des vidéos. Il y en a un qui s'est amusé à nous balancer, soi-disant, une vidéo en infrarouge. Alors déjà, la vidéo n'est pas du tout la vidéo de l'explosion de Beyrouth. Et puis, en plus de ça, quand vous faites une vidéo infrarouge, c'est une vidéo que vous faites directement avec une caméra qui capte les infrarouges. Et pas une vidéo qui a été filmée, qui ensuite est passée dans un filtre, dans un ordinateur pour vous sortir l'infrarouge. Non. Écoutez, il y a un moment donné, il faut être lucide. Il faut laisser un peu les gens qui ont les compétences et les connaissances pour vous expliquer
fluidifier un peu les choses et éviter d'avoir des gens qui sont là dans l'affirmation sans pouvoir démontrer et expliquer de façon beaucoup plus technique les choses. Ce que j'essaye peut-être à mon niveau de vous expliquer, c'est-à-dire d'essayer d'être un peu raisonné et d'avoir un minimum de bon sens. Donc, en ce qui concerne cet accident de Beyrouth, oui, on ne peut pas négliger le fait qu'il peut servir des intérêts immédiats d'un certain nombre d'acteurs locaux. Oui, il se peut que cette explosion ne soit pas accidentelle, qu'elle soit criminelle, mais encore une fois de plus, je vous le dis, si vous voulez faire sauter un port en sachant que vous avez 2750 tonnes d'ammonium qui traînent dans ce port-là, pourquoi vous emmerder à envoyer un missile? Il vous suffit tout simplement soit de foutre le feu, ou de mettre une bombe à la rigueur, etc. Et là, vous avez une réaction en chaîne chimique qui sera 10 fois plus dévastatrice. Elle l'a été d'ailleurs qu'un missile. Donc, voilà. Alors, peut-être en effet qu'il y a eu un missile, mais je répète encore une fois de plus, avec le nombre de vidéos qu'on a vues, on a même des vidéos qui ont été tournées en 4K. Le 4K, c'est une haute définition, donc là on est véritablement sur une précision de pixels qui permettrait justement d'avoir certains éléments et certains indices. Pour l'instant, on n'a absolument rien. Il n'y a aucun défaut, il n'y a aucune particularité. Oui, il y a une personne, je crois, qui a fait une vidéo où on voit un moment un point noir, etc. Mais à la limite, ça pourrait être un oiseau, que ça ne prouve absolument rien. Donc voilà pour ce qui concerne ce qu'il faut savoir sur Beyrouth et sur évidemment les conflits d'intérêts qu'il y a à tirer profit de cette situation à l'échelle de certains acteurs à la fois locaux du Proche-Orient, Moyen-Orient, mais aussi à l'échelle internationale. Le fait est, c'est que de toute façon, le Liban est une perte énorme à cause de cette guerre qui a duré presque 15 ans, entre 75 et 89, alors que le Liban aurait pu être un acteur financier important et économique pour la stabilité, on va dire, du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Mais encore une fois de plus, nous n'allons pas faire une étude géopolitique de la région pour savoir quelles sont les responsabilités, quels sont les acteurs, quelles sont les interventions, quels sont les influenceurs dans la région, parce que sinon, ça ferait encore une vidéo de 2 heures. Maintenant, en ce qui concerne la Biélorussie, aujourd'hui nous sommes le dimanche 9 août, et en Biélorussie, ça a été une élection importante, c'était l'élection présidentielle. Et pour cette élection présidentielle, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que, encore une fois de plus, nous sommes dans un carrefour d'influence, un carrefour stratégique important. Je rappelle, géographiquement, voilà ce que donne aujourd'hui la Biélorussie. La Biélorussie, elle a sa frontière avec la Russie, elle a sa frontière avec l'Ukraine, et elle a sa frontière avec les 3 pays qui sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, et également la Pologne. Et vous le savez, la Pologne fait partie de l'OTAN, ou tout du moins elle a des forces de l'OTAN sur son territoire, et évidemment l'Ukraine, on va pas revenir sur l'historique de l'Ukraine, parce que sinon ça ferait encore également 2 heures de vidéo, et donc comme l'Ukraine est un échec total, il reste la Biélorussie. Or, la Biélorussie, elle est détenue depuis maintenant de nombreuses années par Alexander Loukachenko. Alors, Alexander Loukachenko, on ne peut pas dire que c'est un pro-russe, mais il a des intérêts et des avantages à avoir à travailler avec la Russie plutôt que d'aller du côté de l'Union européenne. Et c'est pour cette raison que l'Occident considère Loukachenko comme étant une sorte de dictateur, c'est-à-dire même il est considéré comme le dernier dictateur d'Europe. Oui, c'est un homme qui a de la poigne. Oui, c'est un homme qui est autoritaire, c'est un homme qui refuse et fait énormément pression et fait de la répression sur l'opposition. Souvent, on compare Loukachenko à ce qu'a été, je ne me souviens plus de son nom, c'était l'ancien président du Kazakhstan. Pareil, ce président a été un président pendant de nombreuses années, qui a été réélu dans des procédés un peu particuliers, etc. Bon, récemment, il a finalement cédé sa place, mais sa politique et la doctrine idéologique du Kazakhstan restent en place. Et là, c'était l'occasion
grâce à ces élections, donc des élections très importantes. Et donc il y a eu un certain nombre d'opposants, évidemment, qui se sont essayés de pouvoir se mettre en rang pour être candidats, mais qui ont été arrêtés, etc. Enfin, vous voyez un petit peu le tableau. Sauf qu'il y a une femme dont le mari était un blogueur et un opposant et qui a été arrêté et qui a décidé de reprendre le flambeau de son mari et de se présenter aux élections présidentielles. Cette femme, elle s'appelle Svetlana Tikhanovskaya. Et durant cette élection, évidemment, une campagne extrêmement, on va dire, tendue. Cette jeune femme a également eu des soutiens d'un certain nombre d'opposants pour lui donner beaucoup plus de crédit, beaucoup plus de force. Et donc les élections ont eu lieu aujourd'hui, et aujourd'hui on a un chiffre qui est 80%. 80% de participation. On a des images dans la plupart des grandes villes de Biélorussie où il y a des files pas possibles de gens qui ont décidé d'aller voter. Sauf que le résultat final, eh bien le résultat officiel se mettait, je crois, à 2%. Je me souviens plus de son nom parce que c'est compliqué. Tikhanovskaya était à 2%, à 2,6%. Et évidemment, notre Loukachenko était à 91%. Alors, le problème qui se pose, c'est que très rapidement sur les réseaux sociaux, des bureaux de vote ont affiché les fiches de résultats, et les fiches de résultats ne donnent absolument pas de crédit à ce résultat. En réalité, il semblerait que c'est bien Svetlana Tikhanovskaya qui l'aurait emporté à plus de 70% des voix, et évidemment, Loukachenko, lui, a été éliminé. Sauf que, voilà, dès le soir, dès l'annonce des résultats officiels, les gens sont allés dans la rue, il y a eu des conflits, des bagarres, il y a eu des échauffourées avec les polices dans une vingtaine de villes, dont à Minsk, la capitale. Et donc la situation, elle est là aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui un président qui semble ne pas vouloir quitter le pouvoir malgré un résultat contre lui, qui officialise un résultat qui finalement n'est pas le bon résultat, alors que même, il semblerait qu'Amnesty International, qui a quelques observateurs sur les lieux, a confirmé la victoire de Loukachenko, ce qui paraît un peu bizarre. Donc pour l'instant, on est dans une obscurité totale, à savoir qui a véritablement gagné. Est-ce que Svetlana a gagné ou est-ce que Loukachenko a gagné? Le fait est, c'est qu'on a peur, évidemment, qu'il y ait eu des fraudes, et pour ainsi dire, cela confirmerait encore une fois de plus que derrière, il y a aussi un intérêt pour la Russie. Si jamais c'est Svetlana qui gagne ces élections, étant donné que c'est une progressiste, elle va aller certainement beaucoup plus dans le sens de l'Union européenne. Je rappelle, la Biélorussie, l'Ukraine et, je crois, la Macédoine sont en accord de coopération avec l'Union européenne, sans intégrer l'Union européenne, mais il se peut, par la motivation de l'Union européenne, comme elle l'a voulu le faire avec l'Ukraine, avant que l'Ukraine finisse par devenir une bombe à retardement, fasse le même procédé avec la Biélorussie, c'est-à-dire proposer un accord d'intégration à l'Union européenne, ce qui ferait que si la Biélorussie intégrait l'Union européenne, eh bien l'OTAN aurait une porte ouverte sur une des plus grandes frontières aux abords de la Russie, ce que, évidemment, Vladimir Poutine ne tolérerait pas. D'où ce conflit, évidemment. Il faut savoir que Poutine joue énormément son intérêt géostratégique de ne pas avoir demain à ses portes des forces de l'OTAN. Déjà qu'avec les frontières qu'il a avec la Lituanie, je crois Lituanie et je ne sais plus l'ordre de ces trois pays, mais déjà qu'au niveau du nord, entre la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Russie a des frontières, et qu'il y a des forces américaines qui ont été positionnées à ces frontières-là, on ne va pas envenimer les choses. Sauf que, voilà, on est aujourd'hui dans cette perspective, ce qui fait que Poutine, tout comme avec cet autre pays où vous avez ce président très, très autoritaire, Tchétchénie,
même si Poutine ne partage pas forcément la façon de faire de ses présidents, son intérêt à lui, c'est d'avoir de bons termes avec ces pays, parce que ces pays lui assurent la sécurité de ne pas avoir demain des forces de l'OTAN à sa frontière. Donc vous voyez, on est véritablement dans une situation géostratégique où on essaye, encore une fois de plus, comme on l'a fait avec l'Ukraine, de faire basculer les choses dans l'intérêt des Occidentaux. Donc l'affaire de Biélorussie, est-ce qu'elle va devenir encore une sorte de situation explosive? Est-ce que la Biélorussie va se retrouver dans la même situation que l'Ukraine? Peut-être pas, parce qu'il faut savoir que les Biélorusses sont majoritaires, dans la population ils sont 80%, c'est une population d'origine slave. Les Russes, je crois, les russophones représentent 6 ou 8% de la population, donc ils sont très très faibles, donc on est vraiment dans des proportions complètement différentes de l'Ukraine, parce que l'histoire de la Biélorussie est un peu différente de l'Ukraine, même si la Biélorussie a été un pays satellite de l'Union soviétique, mais à ce niveau-là, je pense que la Biélorussie, si les Biélorusses sont majoritairement 80% pour ou contre Lutsenko, il est évident que là, ça va peut-être poser un problème en matière de géopolitique, et va savoir ce que Poutine va peut-être décider ou voir pour essayer de conserver plus ou moins son influence sur la Biélorussie, et éviter que la Biélorussie tombe entre un gouvernement progressiste et finalement voir la Biélorussie basculer vers le côté, on va pas dire côté obscur de la force, mais du côté des Occidentaux, ce qui risquerait d'en rajouter encore plus dans des tensions géopolitiques non négligeables. Donc voilà, ces deux pays qui aujourd'hui sont à focaliser, à observer de façon raisonnée, de bon sens, attention, manipulation. Comme je vous l'ai dit, il faut faire très attention. D'autant plus que, pour revenir sur Beyrouth, j'avais posté dans mon blog une vidéo d'une émission d'Arte qui s'appelle 28 minutes, qui concernait justement l'explosion et le drame de Beyrouth. Et dans cette émission, il y a un monsieur qui a dit quelque chose qui était très très sensé. Il disait très clairement que le problème que nous avons en tant qu'Occidentaux avec des pays comme le Liban, c'est que c'est des pays qui sont constitués d'une multitude de communautés, et que la démocratie telle que nous la concevons n'est pas compatible avec ces types de sociétés. Parce que fatalement, les divergences qu'il y a entre ethnico-religieuses, etc., poseront toujours un problème qui inciteront des ascendances les uns sur les autres, qui poseront des problèmes de corruption, qui poseront des problèmes d'influence, sous-entendant tout simplement que peut-être l'erreur que nous commettons en tant qu'Occidentaux, c'est de vouloir imposer à certains pays notre démocratie, notre façon de voir la démocratie, alors qu'en réalité, peut-être que ces pays ne sont pas du tout adaptés à ces processus démocratiques, ne sont pas adaptés à ces fonctionnements démocratiques. Et j'en prends souvent, et je vais terminer là-dessus, l'exemple de la Chine. Très souvent, on montre la Chine du doigt comme étant une dictature avec un pouvoir central très très fort. En effet, vu de nos yeux de républicains, de droits melodistes, nous ne pouvons que être critiques sur la façon dont le gouvernement chinois gère le pays. Le seul problème, c'est que c'est un pays qui possède, déjà vu sa taille, une multitude de communautés, une multitude d'ethnies, et qu'il existe au sein même du pays un certain nombre d'animosités entre certaines ethnies, et que si vous appliquez une démocratie dans ces pays-là, eh bien, vous n'arriverez jamais à instaurer la paix de façon démocratique, parce qu'à bout d'un moment, un certain nombre d'ethnies ou de communautés voudront avoir l'ascendant sur les autres, parce que voudront prendre une revanche sur les autres. Pour vous donner juste un exemple très très flagrant, il faut savoir qu'il existe du côté du Tibet, vous avez une communauté chinoise qui a été presque mis en servage par les Tibétains. Et aujourd'hui que le Tibet, depuis maintenant de plusieurs dizaines d'années, puisque je crois que le Tibet est tombé sous le joug chinois dans la fin des années 40 ou 50, vous me rectifierez dans les commentaires me donnant la date, parce que je ne l'ai pas en tête pour l'instant,
mais le problème, c'est qu'évidemment, vous aviez à l'époque des Occidentaux, Free Tibet, etc. Le problème, c'est qu'il faut se souvenir ce qu'était le Tibet. Le Tibet, c'était un pays, certes souverain, mais qui fonctionnait avec un régime féodal. Ça veut dire qu'il y avait du servage dans ce pays. Alors, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, les Chinois, qui étaient souvent la cible du servage, ou même certains Tibétains qui étaient des serfs, des esclaves, on va dire, fait la différence entre serfs et esclaves, évidemment, face aux Tibétains, et surtout les moines tibétains, il y a une certaine animosité qui existe, il y a une certaine revanche qui existe. Donc, comment voulez-vous pacifier ces pays-là quand vous savez qu'entre certaines communautés, c'est très électrique? Et si vous instaurez un système démocratique dans ce genre de pays, forcément, il y a un moment donné où il y a des revanches à prendre. Je pense que la Yougoslavie, entre les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les Kosovars, les chrétiens orthodoxes, musulmans, etc., on a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, on a des entités souveraines qui existent, etc., mais il y a encore des animosités entre certaines Serbes, entre les Serbes et les Croates, par exemple, qui revendiquent les mêmes terres parce que considèrent que c'est des terres séculaires de leur histoire, blablabla. Voilà, et le problème, c'est que nous autres, les Occidentaux, dans l'histoire, nous avons essayé de pacifier ces zones en faisant des pays, je rappelle comme par exemple l'Algérie, l'Algérie qu'aujourd'hui il y en a certains qui veulent nous faire culpabiliser d'avoir colonisé l'Algérie, mais je rappelle que l'Algérie d'aujourd'hui est l'Algérie qui a été créée par la France en tant que département, pas à l'origine, mais à l'origine de l'Algérie, les frontières, le pays même d'Algérie n'existait pas. C'était des différents califats, des différents territoires avec un certain nombre de tribus, etc. Tout comme ça a été le cas pour le Moyen-Orient, tout comme ça a été le cas pour le Sahel, tout ce qui a été le cas aussi pour les pays tels que le Maroc, la Tunisie, la Libye par exemple, surtout la Libye au niveau du Sahel, du Sahara, etc. Juste pour rappeler quand même que vous avez un peuple qui n'a pas de pays, qui sont les Touaregs. Les Touaregs sont complètement divisés entre différents pays, mais pourtant c'est une culture, c'est une civilisation, et ils n'ont pas de pays. Comme les Kurdes, les Kurdes c'est pareil, même s'il existe une reconnaissance et des territoires autonomes suivant ce que les territoires historiques des Kurdes appartiennent aujourd'hui, soit à la Turquie, soit à la Syrie, soit à l'Irak. Les Kurdes en Turquie, évidemment, n'ont aucun droit d'exister, n'ont aucun droit voire même sont chassés, de toute façon. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Et le Liban, c'est exactement ça. C'est une entité qui a été créée sous responsabilité, sous tutelle occidentale, plus particulièrement la France, puisque la France a été quand même le pays qui est à l'origine de la création de ce qu'on appelle le Grand Liban, mais on a essayé de trouver un juste équilibre avec un certain nombre de communautés, etc. Sauf que le problème, c'est que si vous lâchez une bombe là-dessus, voilà, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Vous savez, c'est un peu comme le jeu Angry Bird. Angry Bird avec ses porcs, vous jetez des oiseaux sur des structures à banc-ballant, vous faites tout tomber. C'est le château de cartes, c'est la théorie des dominos, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est des pays qui sont extrêmement difficiles à pacifier ou à trouver une sorte d'entente, d'harmonie, qui d'ailleurs pour le Liban depuis 90, on n'a pas réussi à restaurer ce qu'était le Liban, du fait des conflits d'intérêts entre Israël, les musulmans sunnites, les Arabes d'Arabie Saoudite, les chiites iraniens, les influences avec les Palestiniens, etc. Enfin, vous voyez, c'est comme on le dit très souvent de toute façon, le Proche-Orient et le Moyen-Orient, c'est une bombe à retardement. Et là, aujourd'hui, on a rajouté une flamme dans cette poudrière. On verra ce que la situation donnera, on verra comment les choses tourneront pour le Liban. Je suis
plutôt pessimiste sur l'avenir de ce pays, parce que vu déjà les manifestations qui ont suivi depuis ces derniers jours, où là le peuple libanais en a véritablement ras-le-bol de ce gouvernement corrompu, de ces administrations corrompues, de ces conflits d'intérêts, et je rappelle que la situation ça a empiré à partir du moment où le FMI et l'Union européenne a donné un plan bien précis, mais avec un certain nombre de réformes, que évidemment la finance, les banques et les oligarques libanais ont totalement refusé, et du fait qu'ils ont évidemment des leviers sur le paysage politique et sur les gouvernements, le gouvernement et les parlements, forcément la situation est en statu quo. Donc affaire à suivre donc aussi sur la Biélorussie. Et pour ce qui nous concerne, j'espère que je vous ai donné des éléments de réflexion très utiles dans certaines conversations ou même sur les réseaux sociaux. Je rappelle, attention, la cause de l'explosion, on n'a pas d'éléments suffisants aujourd'hui pour dire c'est ci, c'est ça, c'est une attaque, c'est un missile, etc. Ça, pour l'instant, on n'a pas d'éléments, même si vous avez des gens qui vous convaincre qu'ils les ont, comme on a pu voir d'ailleurs un expert italien, qui est en train de vous expliquer que oui, quand on voit la première explosion, la fumée, la couleur de la fumée est spécifique à tel explosif, etc. Enfin, comment c'est possible que de toute façon, quand on voit les autres accidents qui ont eu lieu avec le nitrate d'ammonium, dont je rappelle, le plus récent était en 2015, qui était à Jiangxin, en Chine, où là c'était 2500 tonnes de nitrate d'ammonium qui avait explosé. À ZF, je rappelle, c'était 300, 400 tonnes. D'autres accidents également, à Waco, Texas, et puis même beaucoup plus loin, dans les années 1914, 1918, je crois, toujours aux États-Unis. Donc voilà, on a des éléments déjà de comparatif, mais là, évidemment, on est sur une proportion comme on n'en a jamais vu, puisque je rappelle, le plus gros accident qu'on connaît plus ou moins en tant que référence, c'est ce qui s'est passé en 2015 en Chine. Voilà. Portez-vous bien. Attention, portez les masques, surtout en extérieur. C'est surtout en ce moment, il semblerait que c'est 135 €, ce quoi. Je trouve ça ridicule. Enfin, on va pas revenir sur la question. Juste petit aparté là-dessus, peut-être que j'y reviendrai sur une autre vidéo, mais aujourd'hui, quand on voit l'insistance à faire porter les masques même en extérieur, ça veut dire qu'ils admettent que pour éviter la seconde vague, finalement, le masque, c'est utile. Sauf qu'il aurait été bien utile aussi au mois de mars. C'est-à-dire que là, en fait, les autorités sont en train de dire, oui, mais il faut porter le masque. Oui, mais au mois de mars, vous avez confiné tout le monde parce que vous n'en avez pas suffisamment. Donc elles sont où les responsabilités, là? À méditer. Portez-vous bien, faites attention, et d'ici là, à très bientôt.